Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Espace de travail, l'émission de Mediapart consacrée aux questions sociales. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la place du travail dans la campagne présidentielle. À écouter les candidats de droite à gauche, ils sont tous les candidats du travail, du monde du travail, des travailleurs. Mais nous parlent-ils vraiment du travail? On en débat avec Daniel Linhart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail, chercheur au CNRS et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, La comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. Poursuivez vos précédentes recherches en sociologie et notamment sur cette organisation du travail pathogène. Peut-être avant de rentrer dans les programmes des uns et des autres, accordons-nous peut-être sur qu'est-ce qu'on entend par le mot travail, quelle est la définition sociologique du mot travail. Nous parle-t-il vraiment du travail, les différents candidats à la présidentielle, quand on entend parler comme ça, la valeur travail par-ci, la valeur travail par-là? Mais je crois qu'il ne parle justement pas du travail. Il parle au mieux de la question sociale, c'est-à-dire il parle de l'emploi, du chômage, des revenus, de la durée éventuellement du travail. Mais la question du travail en elle-même n'est pas prise en charge dans le cadre de la campagne électorale pour la plupart des candidats. Parce que ce qu'on entend par la valeur travail, c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux gens quand on les met au travail? Si vous voulez, le travail a deux versants. L'un qui est la valeur d'échange. Qu'est-ce qu'on reçoit en contrepartie du travail qu'on fournit, et c'est effectivement le salaire, et du coup, ça s'appelle l'emploi, le travail s'appelle l'emploi. Et puis, il y a le deuxième versant qui est qu'est-ce qu'on fait quand on est au travail? Comment se déroule le travail? Comment est-ce qu'il est organisé? De qui dépend-on? Quels sont nos droits? Comment pouvons-nous progresser au cours du temps par rapport à ce travail et quel degré de liberté nous avons quand nous sommes au travail? Cette question qui est extrêmement importante puisque ça concerne la vie des gens pendant qu'ils sont au travail, c'est-à-dire pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, un emploi, ça, au moins 7 heures par jour pendant 5 jours, c'est quelque chose de très important. Mais nul ne se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment les Français vivent-ils leur vie au travail, qu'est-ce qu'on leur impose, sur quoi débouche ce travail, quelle représentation ils ont d'eux-mêmes au travail, une fois de plus, quels sont leurs droits et comment peuvent-ils se reconnaître dans le travail. C'est extrêmement important, d'autant plus qu'on parle énormément de la question de la souffrance au travail, des suicides, des risques psychosociaux, du mal-être au travail, qui représente vraiment une question fondamentale, mais ça, c'est quelque chose qui est absent de droite à gauche, de gauche à droite plutôt, devrait-on dire, de la campagne électorale. Pourtant, quand on écoute, alors je vais prendre un candidat en particulier parce que c'est lui qui, lors de la primaire à gauche, on a eu l'impression qu'il mettait le travail, ou en tout cas la question sociale autour du travail, au cœur de la campagne. C'est Benoît Hamon, donc aujourd'hui le candidat désigné par la primaire socialiste pour conduire cette campagne. Est-ce qu'il n'a pas remis vraiment le mot travail au cœur, notamment en posant les questions qui fâchent? Enfin, que ferait-on si la croissance ne revient pas? Peut-on avoir de l'emploi et de bons emplois avec beaucoup moins de croissance? Et surtout, en amenant cette question du revenu universel, qui a divisé donc beaucoup dans son camp socialiste, mais aussi il a subi de fait des attaques tant dans son camp qu'en face sur c'est une société de la paresse, une société de la loisiveté qu'il veut. Est-ce que finalement c'est pas un de ceux qui a mis ce thème-là au centre? De façon étonnante, je dirais que non. Et pourtant, Benoît Hamon aurait pu être celui qui porte la parole du travail parce qu'il s'est battu pour faire reconnaître le burn-out à l'Assemblée nationale. Il n'y est pas parvenu, mais enfin, il avait consacré du temps et de l'énergie pour poser la question du burn-out dans le monde du travail. Mais quand on l'écoute, on l'entend surtout effectivement parler croissance, donc emploi. Mais emploi, ça n'est pas, une fois de plus, travail. Emploi, c'est le fait de pouvoir s'insérer dans le marché du travail, de déboucher sur un emploi, si possible stable, et donc de pouvoir détenir un salaire et avoir une certaine garantie sur l'avenir. Ça, c'est le fait d'avoir un emploi. Et effectivement, Benoît Hamon a posé cette question de l'emploi, de la croissance, au cœur des débats, et puis il a pris cette initiative intéressante, parce qu'au moins elle pose le débat, de dire, mais ceux qui ne peuvent pas travailler, c'est qu'ils n'ont pas d'emploi, ils ont le droit de vivre quand même, de façon décente, et donc il faut se poser la question d'un revenu universel. Mais c'est en termes de substitution au salaire. Or, le salaire, ça n'est pas le travail. Le salaire est afférent à l'emploi. Le travail, c'est les modalités d'organisation
du travail, les modalités de gestion des salariés, donc de leur mise au travail. Et ça, une fois de plus, ça ne figure pas dans le programme, je crois, de Benoît Hamon, alors que Benoît Hamon a une orientation politique qui aurait dû le conduire à s'intéresser véritablement aux questions de l'organisation du travail, puisqu'il était concerné par la souffrance au travail et en fait ce que pouvaient ressentir et vivre les salariés au travail. Ouais. Mais en nous parlant de raréfaction du travail, il n'empêche qu'il pose la question, non ? Non, alors justement, je pense que c'est un manque. Parce que si on se posait vraiment la question de l'organisation du travail, ça déboucherait sur les emplois. Par exemple, si on se mettait à regarder de très près, à analyser la façon dont les salariés sont mis au travail dans les entreprises, on verrait qu'il y a une intensification qui n'est pas étrangère à la notion de burn-out, une intensification extrêmement importante du travail. D'ailleurs, on a la 3e productivité horaire au monde, selon les périodes, et on verrait que le travail est de plus en plus exigeant. Quand vous allez dans les grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, tout le monde se plaint d'avoir des objectifs démesurés, d'avoir une intensité du travail extrêmement forte, mais de l'intensité, la densité du travail dépend le nombre d'emplois qu'il faudrait avoir pour faire face à la même charge de travail. Donc, de la façon dont le travail est organisé dépend le niveau d'emploi. On ne peut pas se poser la question de l'emploi sans passer par une analyse critique de l'organisation du travail, parce que d'un côté, elle crée de la souffrance, du mal-être, du burn-out, les gens n'en peuvent plus, les gens sont complètement angoissés à l'idée de ne pas pouvoir tenir à court terme, mais surtout à long terme pour arriver jusqu'à à l'âge de la retraite. Et de l'autre côté, on sait que si on laisse la liberté totale aux directions d'entreprise pour réorganiser le travail et la rendre de plus en plus intensive, eh bien, effectivement, le nombre d'emplois nécessaires va diminuer. Si vous voulez, on nous parle tout le temps de robotisation, d'automatisation. C'est une réalité, c'est une chose qu'il faut regarder en face. Mais l'autre, c'est la manière dont on utilise la force de travail en France et qui est de plus en plus intense et qui rend de plus en plus malades les salariés et raréfie le nombre d'emplois nécessaires. Alors, donc, il y a vraiment un rapport. Oui, et pourquoi cette question n'arrive pas à être au cœur du débat et quel débat, puisque nous sommes dans une campagne présidentielle qui... À mon avis, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une question complexe. On n'a pas de modèle alternatif. Qu'est-ce que serait un travail qui serait pas taylorien, bon, évidemment, et qui ne serait pas celui qu'on connaît maintenant avec le management moderne de mise au travail très pernicieux? Il n'y a pas de contre-modèle dans le monde sur lequel on puisse appuyer pour dire voilà, ça c'est quelque chose que nous devrions reproduire parce que c'est un modèle qui laisse de la liberté aux salariés, utilise leurs compétences en leur permettant de les déployer comme ils le voudraient en tant que bons professionnels. Donc ça n'existe pas, premièrement. Deuxièmement, s'occuper de l'organisation du travail, ça veut dire, notamment dans le secteur privé, tenir tête au patron, tenir tête aux directions du travail capitaliste. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun programme de gauche n'est parvenu à résoudre. Quel est le droit de regard de la société sur la façon dont les salariés sont mis au travail? Parce que cette question, notamment de la subordination, elle n'a jamais été soulevée. Pour gagner sa vie, alors qu'on est quelqu'un de compétent, qui a fait des études, qui est formé ou qui a eu un apprentissage et qui souhaite montrer ses capacités, les faire progresser, les mettre au service de son travail, eh bien, par rapport à ces personnes-là, pour pouvoir entrer sur le marché du travail et trouver un emploi, doivent a priori accepter la clause de subordination qui est la clause juridique du contrat salarial, donc accepter l'obéissance totale à leur hiérarchie et à leur direction. Est-ce que ça n'est pas quelque chose d'aberrant? Quelle est la justification qui ferait que, par exemple, un hiérarchique, un directeur d'hôpital qui a été formé dans la meilleure école d'administration, qui va tenir tête à un médecin, psychiatre ou un urgentiste pour dire « Non, non, vous vous y prenez mal parce que vous passez trop de temps avec vos patients ». C'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et les médecins sont obligés de se plier parce qu'ils doivent obéissance à la direction dans les entreprises. J'entends plusieurs fois des gens qui me disent « On ne me donne pas les moyens de faire mon travail, on me change tout le temps sans me demander mon avis, ça passe ou ça casse, ça veut dire que je ne maîtrise plus rien ». Et je suis obligée d'accepter ça alors que j'ai beaucoup de revendications pour faire du bon travail, pour améliorer la qualité de mon travail et je veux dire, non seulement le plaisir que je peux avoir à le faire, mais le débouché de ce que je fais. Voilà. La question de la subordination, qui est une question fondamentale au cœur du monde du travail capitaliste, qui est absurde.
elle n'est jamais soulevée. Alors pourquoi elle est absurde? C'est parce qu'en fait, le management déploie des efforts énormes pour rendre cette clause effective, c'est-à-dire parvenir à maîtriser cette ressource particulière qu'est la ressource humaine, parvenir à développer une emprise et une domination pour les obliger à travailler comme eux, les responsables de l'entreprise, souhaitent qu'ils travaillent selon des méthodologies et des critères qui sont pensés par ailleurs, en général par des cabinets de consultants internationaux qui ne connaissent rien à la réalité des métiers et aux exigences locales. Donc voilà, tous les enjeux, c'est comment les dominer, ces salariés, comment rendre la subordination effective. Et du coup, on anesthésie complètement les capacités, les compétences des salariés. Et ce n'est pas par hasard qu'en France, où on pratique particulièrement férocement cette clause de subordination, on n'a plus de créativité, on n'a plus d'inventivité. Ce n'est pas par hasard qu'on est en train de sombrer petit à petit, parce que la France ne sera jamais ultra compétitive par les prix et par les coûts. Ce qu'elle peut apporter, c'est la qualité, l'inventivité, la réactivité, l'innovation. Mais ça, c'est en train d'être complètement étouffé parce qu'on a un management qui est dévoré, obsédé par la nécessité de maintenir, de contraindre, de verrouiller les salariés, parce que leur plus grande peur, c'est que les salariés n'en fassent qu'à leur tête. Voilà, ça c'est l'obsession managériale. Et si les salariés en font à leur tête, c'est mauvais pour le capital, c'est mauvais pour sa rentabilité. Voilà. Et je voudrais justement, comme vous parlez de ça, qu'on revienne sur une des réformes qui a été une des réformes majeures de ce quinquennat qui s'achève dans une douleur très particulière pour ceux qui sont aux manettes. C'est la loi dite El Khomri, la loi sur le travail, dont on aurait pu penser qu'elle protège les salariés, mais en réalité, derrière quelques petites avancées, c'est avant tout une loi pour les entreprises, pour les patrons. Certains candidats parlent, notamment à gauche, de l'abroger, de l'amender. À droite, on n'est pas du tout sur ce terrain-là. On parle d'aller encore plus loin que la loi El Khomri. Je pense notamment à François Fillon, le candidat des Républicains, qui lui envisage notamment en termes de durée du temps de travail, de casser tous les verrous pour généraliser, s'il le faut, la semaine de 48 heures. Toutes ces circonvolutions, etc., qu'est-ce qu'elles vous inspirent Véritablement, je dois dire que j'ai été étonnée par cette loi El Khomri qui me semble venir complètement à contre-courant dans le cadre d'un gouvernement de gauche, en tout cas d'une pensée de gauche. Parce que ce qui m'a le plus frappé dans cette loi, c'est ce qu'on a appelé l'inversion de la hiérarchie des normes. Ce qui fait que le sort des salariés peut se négocier et se décider à un niveau de plus en plus local, notamment en ce qui concerne les salaires et la durée du travail. Or, on sait que plus on descend vers le local, moins la force de négociation et de mobilisation des salariés est importante. Et donc, plus ils sont dépendants de la volonté de leur direction. Donc, qu'un gouvernement de gauche développe cette orientation qui consiste à dire on va revenir sur la période où on pouvait négocier localement, mais c'était jamais à moins 10 ans, hein, parce qu'on ne pouvait pas négocier des situations moins avantageuses qu'au niveau national ou des branches, et bien maintenant on peut. Si ça convient, entre guillemets, à tout le monde, si c'est consensuel, si il y a eu des référendums, pourquoi pas? Mais en réalité, on sait bien que les référendums, le consensus à un niveau local, il est souvent sous contrainte. C'est-à-dire qu'il y a souvent des chantages. Si vous n'acceptez pas, nous allons délocaliser, nous allons fermer, c'est pour l'avenir de l'entreprise, vous ne pouvez pas, etc. Donc, il n'y a pas cette capacité d'autonomie, je dirais, par rapport aux contraintes extrêmement locales. Donc, cette loi El Khomri aboutit à ce qui est contraire à la pensée de gauche, puisqu'elle vulnérabilise, elle fragilise plus les salariés dans une période où c'est vraiment difficile pour eux, parce qu'il y a un chômage qui est très élevé, parce qu'il y a une syndicalisation qui n'est pas très forte, parce qu'il y a une poussée vers le néolibéralisme qui est de plus en plus forte, et puis surtout parce que de plus en plus les directions d'entreprise ont tendance à vouloir faire considérer par tout le monde que leurs exigences sont les plus légitimes, parce que c'est au nom des emplois, au nom de la croissance, etc. Et quelque chose, par exemple, qui m'a beaucoup frappé, qui n'a pas tellement été relevé, en 1999, le CNPF, le Conseil national du patronat français, s'est transformé en MEDEF, c'est-à-dire en mouvement des entreprises de France. Le patronat est devenu les entreprises.
Et ça n'a choqué personne. C'est-à-dire qu'il y a une identification qui s'est faite, le patronat disant les entreprises, c'est nous. Et effectivement, quand on entend M. Gattaz dire qu'il faut libérer les entreprises, il faut libérer le patronat. Et il y a quelque chose qui est très étonnant parce que l'opinion publique se laisse un peu entraîner dans cette idée qu'il y a une légitimité patronale à demander plus d'efforts aux salariés parce que l'opinion publique a été travaillée de façon extrêmement intensive depuis 1984, sur l'idée qu'en France, on est trop frileux par rapport au travail, qu'il faut retrousser les manches et il faut regarder vers l'Inde, la Chine, ces pays qui travaillent tellement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis. On a une opinion publique qui ne correspond pas à la nature des relations que les salariés entretiennent avec leur travail. Alors, je voudrais reprendre une citation d'Emmanuel Macron, toute récente, lors d'un de ses meetings à Lyon, où il défend le travail en disant que je m'oppose à un projet qui voudrait que la promesse faite à chacune et à chacun, ce serait de pouvoir vivre dignement dans une oisiveté subie ou choisie. Donc c'est une réponse à Benoît Hamon et à son revenu universel, mais il va un petit peu plus loin. En citant un de ses déplacements dans le Nord-Pas-de-Calais, il explique qu'il a été à la rencontre des habitants de cette région et qu'ils ne m'ont pas demandé le revenu universel, ils l'ont, ça s'appelle le RSA, et si on savait le multiplier par 2, j'ose espérer qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Ils m'ont demandé du travail, la possibilité de vivre dignement de leur travail. Alors, ma question, c'est pourquoi ceux qui ne travaillent pas sont détestés de droite comme à gauche, ou encore là avec un Emmanuel Macron qui se revendique ni de gauche ni de droite? Mais parce qu'il y a une stigmatisation en France qui va avec cette opinion publique très, très répressive par rapport au rapport au travail. Il y a cette idée que les gens qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils le veulent bien. Si vous voulez, chaque année, il y a des sondages, c'est très intéressant, qui montrent que plus de 50% des Français, 50 à 60 selon les années, n'excluent pas de se retrouver un jour SDF. Et les mêmes sondages, les mêmes sondés disent que la plupart des chômeurs, c'est parce qu'ils le veulent bien. Donc vous voyez la différence entre le ressenti personnel. Moi, il peut m'arriver une catastrophe et je peux me retrouver sans rien, et ça ne sera pas de ma faute. Mais les autres, franchement, ce sont des parasites, ce sont des gens qui profitent du système. Il y a vraiment cette idée. Et en France, il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent que des enquêtes européennes, des enquêtes approfondies qualitatives, qui montrent que les Français sont ceux qui sont le plus concernés, qui se sentent le plus profondément concernés par le travail, dans le sens où leur identité se constitue à travers le travail, plus que dans d'autres pays où, par exemple, ce serait la politique, les loisirs, la religion, la famille, etc. En France, il y a vraiment une focalisation et on acquiert de la légitimité citoyenne en passant par le travail. C'est pour ça qu'on a un taux d'activité féminin qui est très, très élevé. Donc, en France, tout le monde souhaite avoir sa place dans le travail. Si vous allez par exemple dans une classe de terminale, moi ça m'arrivait de le faire, je demande est-ce qu'il y a des jeunes filles qui ne voudraient pas travailler, rester à la maison? Tout le monde me regarde avec des yeux totalement ronds. Donc il y a cette idée que c'est normal, c'est naturel. Donc les Français ont tendance à considérer qu'il faut se battre, se défoncer pour avoir une place au travail. Et ils ont tendance à considérer que ceux qui n'ont pas de place au travail, c'est une cinquième colonne. C'est des gens qui ne méritent pas. Alors que, bon, moi j'ai fait des enquêtes sur des fermetures d'entreprises, des gens qui du jour au lendemain se retrouvaient privés d'emploi. J'ai pu mesurer leur descente aux enfers, le drame, la tragédie que ça représentait pour eux d'être privés de leur emploi, de voir leur entreprise fermer. C'est vraiment c'est vécu comme un échec individuel, collectif, comme un gâchis. Ça n'est jamais accepté. Et donc les Français ne se rendent pas compte que la plupart des gens, la très grande majorité des gens qui ne travaillent pas en souffrent énormément. C'est très dur d'être chômeur, psychologiquement. C'est très très dur. Quand vous les interviewez, ils vous disent qu'ils n'osent même pas sortir pendant les heures de travail parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme un non-chômeur. Donc ils le vivent très très mal. Et vous savez que beaucoup plus que des gens qui fraudent, il y a des gens qui n'ont pas recours justement au RSA, qui ne font pas recours aux prestations auxquelles ils ont droit par honte, par sentiment d'impuissance, de désespoir, par déstabilisation. Donc je pense que le regard qui est porté par l'opinion publique sur les gens au chômage, c'est
il est malheureusement très mal informé. Et ce que vous m'avez dit de la phrase de Emmanuel Macron, elle est quand même problématique. Il n'est pas normal que les gens vivent dignement s'ils ont un chômage subi ou choisi. S'ils ont un chômage subi, moi je trouve qu'ils devraient tout à fait vivre dignement. Si on les a privés de leur emploi, s'ils n'ont pas la possibilité d'en retrouver un, et c'est le cas de beaucoup de seniors, on est senior à partir de 50 ans. Hein, si vous perdez votre emploi après 50 ans, vous avez énormément de difficultés à retrouver un emploi. Moi je pense qu'effectivement, ils méritent de pouvoir vivre dignement. Et parmi les candidats, on a ceux quand même qui croient encore au retour du plein emploi, y compris et aussi d'une croissance forte, etc. Est-ce que le plein emploi, irréaliste? La croissance et le plein emploi, si vous voulez, pour moi, dépend pour une grande partie de la façon dont on organise le travail. Si vous voulez, on a maintenant, dans la plupart des grandes entreprises, décrété une rupture totale avec le taylorisme. Sauf qu'on a introduit le lean management, la lean production, inspiré du Japon. Mais c'est simplement une sous-traitance à chaque salarié de la pensée taylorienne, de la philosophie taylorienne d'économie des temps et des coûts en permanence. On demande à chaque salarié de veiller à faire l'usage de lui-même le plus rentable possible du point de vue de cette logique taylorienne d'économie des temps et des coûts. Moins de budget, moins de délai, moins d'effectifs, tout le temps. Ça va jusqu'à une usure totale des individus. Ça va jusqu'à ce que les gens aient recours maintenant de plus en plus à des psychotropes ou à de la cocaïne ou à des substances illicites pour tenir au travail. Et en tout cas, ça crée une raréfaction d'emploi. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, plus on intensifie le travail parallèlement à la digitalisation, l'automatisation, effectivement, on aura moins d'emplois. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait considérer que travailler, gagner dignement sa vie et passer du temps de façon intéressante, ça devrait être uniquement sur le mode sacrificiel de je muse jusqu'à ce que la ficelle rompe. C'est un rapport au travail qui est complètement déraisonnable et à mon avis, il faudrait avoir le même type de réflexion que celle qu'on a par rapport à la contrainte écologique. Bon, il y a 20 ans, vous auriez dit aux responsables d'entreprise, il faut faire attention, veiller à ne pas polluer la planète, il faut assurer sa survie, etc. Donc attention à ce que vous faites. Il aurait c'est inacceptable, il faut la croissance, etc. Maintenant, bon, c'est pas si facile, mais ça commence à faire son chemin. Il faudrait faire le même type de raisonnement pour la contrainte sociale, pour que les gens puissent travailler sans s'épuiser au travail et puissent partager ce travail de façon à ce qu'il n'y ait pas des gens qui soient définitivement sur le bord du chemin. C'est ça qui m'énerve, pardon. Vous pouvez le dire que ça vous énerve. Qui m'inquiète pour le revenu universel, c'est qu'on risque de mettre définitivement de l'autre côté du chemin des gens en disant ils ne sont pas compatibles avec ce qui est nécessaire au travail, donc on va assurer leur survie. Je pense qu'il faudrait considérer qu'il est un devoir citoyen que chacun puisse gagner dignement sa vie au travail, quels que soient ses problèmes, ses handicaps éventuellement, ou ses difficultés temporaires, et qu'on devrait considérer que ça fait partie des règles du jeu social. Et à une époque, il y a 40 ans, encore 30 ans, dans les entreprises, vous aviez des postes de reclassement pour les gens qui étaient ce qu'on appelait les accidentés de la vie de travail. Des gens qui avaient eu des difficultés, qui étaient devenus alcooliques ou qui avaient des problèmes physiques. On disait, voilà, ils vont pouvoir faire du jardinage ou être à la réception. Enfin, alors maintenant, tout ça est sous-traité et dans ces entreprises sous-traitantes, on demande aussi les meilleurs et les plus forts. Donc, il y a une logique, à mon avis, totalement dévastatrice qui consiste à considérer que pour gagner sa vie et avoir sa place légitime dans la société et dans le monde du travail, il faut être des surhommes ou des surfemmes. Enfin, ça n'existe pas encore comme terme. Mais voilà, est-ce que ça n'est pas aberrant ? C'est aussi aberrant que de penser qu'on puisse mettre un terme à l'existence de notre planète pour les exigences de la croissance. Quelle piste suivre alors pour remettre le travail au cœur du débat politique, mais aussi sociétal ? Alors moi, je pense qu'une piste à suivre serait de repenser cette question de la subordination et d'essayer de mettre au centre des préoccupations non plus la défiance à l'égard des salariés, la défiance patronale à l'égard des salariés, mais plutôt l'idée que le management puisse miser sur les compétences des salariés, la qualité de leur engagement, leur volonté de bien faire, et de façon à ce que
on ait une possibilité de négocier l'organisation du travail entre les salariés compétents, professionnels, et un management moins obsédé par la nécessité de contraintes et de contrôler. Donc je pense qu'une des pistes possibles serait pour le management de sortir de cette logique dichotomique qu'il met en place. D'un côté, je contrôle, je verrouille, et de l'autre, je coucoune pour que les gens tiennent le coup quand même, avec les RH, les directions des ressources humaines, de la bienveillance et du bonheur, les Chief Happiness Officers, c'est-à-dire les responsables en chef du bonheur. Enfin, on va dans cette dichotomie où d'un côté, on met la pression maximale, on contraint, on fait des reportings, etc., on contrôle, et de l'autre, on fait des massages, on donne des numéros verts de psychologues, on propose la méditation, etc., etc. Sortir de cette problématique complètement irrationnelle et essayer de refonder un mode d'organisation du travail qui respecte la professionnalité des salariés, leurs compétences, et qui les invite à participer à la définition de leur propre travail, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les salariés, les travailleurs ou les fonctionnaires sont aussi des consommateurs, sont aussi des bénéficiaires, des clients, et donc je pense que la question du travail devrait être reposée d'une manière qui fasse de façon honnête honneur aux réelles compétences et à la professionnalité des salariés d'un côté, et puis aux réels besoins des citoyens dans notre société. Et y a-t-il un pays dans le monde qui a su s'emparer de cette question-là de manière aussi malheureusement, c'est ça dont nous souffrons. C'est ça dont nous souffrons, c'est que on ne connaît pas, on n'a pas de modèle exemplaire qui puisse être suivi. On n'a pas ça. Alors, on a des tentatives de ci, de là, dans des coopératives de production ou dans l'économie collaborative de proximité, non pas l'ubérisation, mais on sent qu'il y a des tentatives de réinventer des formes au travail qui soient plus respectueuses des travailleurs et plus respectueuses aussi des consommateurs, mais on est dans le balbutiement plutôt que dans une progression réelle. Je pense qu'il faudrait que la société accepte de considérer que le travail n'est pas uniquement l'affaire des employeurs, mais que c'est justement une affaire de société, et qu'on ne peut pas laisser le travail, qui représente une partie importante de la vie des gens, entre les mains de patrons, aussi bien intentionnés soient-ils. Il y a quelque chose qui me semble totalement à repenser. Mais cela sous-entend aussi de sortir de nos modèles ultra-capitalistiques. Je pense qu'il faudra de toute façon, à un moment donné ou à un autre, repenser aussi ces logiques-là, parce que maintenant on a de plus en plus ces chiffres qui reviennent et qui nous semblent totalement impensable. 1% des habitants de cette planète qui détiennent autant que les 99% autres. Cette espèce de course éperdue à l'amoncellement de capitaux entre les mains de quelques-uns. Je pense que c'est du même ordre que la problématique écologique. Ça n'a pas de sens. Et ça risque de poser des graves problèmes d'ordre sociaux et sociétaux qu'on ne pourra plus résoudre. Donc je pense qu'il faut considérer que les enjeux du travail sont beaucoup trop importants pour rester confinés dans la logique privative des entreprises, et qu'il faut en débattre de façon citoyenne, de façon publique, et faire rentrer la société dans les entreprises. Merci beaucoup Danielle Linhart. On encourage les candidats à la présidentielle à écouter cette émission, à vous écouter, à préconiser tous ces bons conseils pour remettre le travail, le vrai travail au cœur du débat. Quant à nous, chers abonnés, on se retrouve très bientôt pour un nouvel espace de travail, l'émission de Mediapart consacrée aux questions sociales. Merci à tous et en particulier à 5e étage qui nous permet cette émission.